Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Bienvenue dans votre débat du jeudi soir. Le gouvernement béninois est déterminé à améliorer le climat des affaires. Des réformes sont engagées à cet effet au profit du secteur privé avec des facilités accordées aux entreprises, du paiement des impôts aux procédures de création d'entreprises. Plusieurs avantages leur sont accordés afin de booster la création de l'emploi et de la richesse. Mais, question. Suffit-il d'amoindrir des procédures accorder des facilités pour promouvoir le secteur privé et encourager ainsi donc l'investissement? Quels sont les autres chantiers sur lesquels le monde des affaires attend le gouvernement de Patrice Talon? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, bien évidemment, j'ai invité ce soir le monsieur Doing Business du gouvernement. Il s'agit de Laurent Gangbès, directeur général de l'agence de promotion des investissements et des exportations APIES. Face à lui, deux autres invités, Albin Feliro, président de la Confédération nationale des employeurs du Bénin, CONEB. Avec lui, nous allons surtout mesurer le ressenti, l'impact de ces différentes réformes sur le secteur privé. Et pour compléter ce panel, une troisième voix, un économiste, sinon plutôt une économiste, Eudoxie Bessan, docteur en économie, membre du laboratoire d'économie publique. Bonsoir, chers invités. Bonsoir. Bonsoir. Ma première question ira d'abord à Albin Feliro. Ne soyez pas surpris. J'ai envie de vous demander, pour commencer, le gouvernement béninois améliore-t-il vraiment le climat des affaires? J'espère que les échanges d'aujourd'hui nous permettront, en tout cas à la fin, d'apprécier mon opinion là-dessus. Ce dont je suis sûr aujourd'hui, c'est de vous dire qu'enfin, nous comprenons que nous passons du tout politique à la politique de développement. Et là, c'est quelque chose que nous apprécions et sur lesquels nous sommes parfaitement en phase avec cette pratique. La Confédération nationale des employeurs du Bénin note l'obsolescence, je dirais, des différents cadres d'échange secteur public, secteur privé avant 2016. Aujourd'hui, par le fait du hasard ou non, on en parlera tout à l'heure, on a mis en place plus d'une dizaine de groupes de travail thématiques justement pour travailler sur les questions de doing business. Et en ce moment-là, les membres de la CONEB ont largement participé à pratiquement tous ces 10 thématiques sur lesquelles on a pu implémenter d'une manière ou d'une autre, travailler avec l'administration de sorte à essayer de contribuer, j'allais dire, à apporter notre point de vue. Il est clair qu'il reste encore des choses à faire, mais une chose est sûre, la CONEB s'approprie pratiquement toutes ces réformes et a probablement quelques regrets sur lesquels nous pourrons revenir tout à l'heure. Nous allons effectivement aborder vos regrets. Laurent Gangbès, directeur général de l'APIES, d'une business, ça vous connaît très bien. Mais c'est très rare qu'un bénéficiaire des réformes, des actions publiques, soit aussi positif dans un panel comme celui-ci. Sa première prise de parole, j'ai le sentiment que M. Albin Feliro a apporté de l'eau à votre moulin. Qu'est-ce que vous avez pu faire concrètement pour qu'on puisse dire aujourd'hui que le climat des affaires est en train d'être amélioré au Bénin? Je vous remercie de nous inviter pour nous permettre justement de communiquer sur ce qui se passe dans notre pays, sur les différents aspects économiques du développement de notre pays. Je remercie le président de la CONEB de ce qu'il a dit concernant en fait toute l'approche que nous avons, la méthodologie que nous avons pour essayer de faire en sorte que au Bénin, le développement économique soit, je dirais, le fruit en fait d'un travail commun entre les entreprises du secteur privé et l'État. En termes d'approche, les choses sont très simples. Nous ne pouvons pas travailler et améliorer le climat des affaires sans les acteurs eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre en fait du business, nous avons mis en place un certain nombre de groupes thématiques sur lesquels nous travaillons au quotidien. L'objectif, c'est de voir avec ceux qui travaillent dans le monde des entreprises et qui ont des difficultés au quotidien pour développer leur business, gagner de l'argent, employer nos jeunes, voir avec eux quels sont les points sur lesquels nous devons améliorer. L'approche du business n'est pas simplement une approche théorique. Nous ne le faisons pas pour l'étranger. Nous le faisons pour notre économie. Et donc, l'approche que nous avons... Même si c'est l'étranger qui apprécie. L'étranger peut apprécier, mais ce qui est important, ce sont les entreprises qui se créent dans notre pays,
ce sont les entreprises qui se développent dans notre pays. Et bien évidemment, nous avons besoin également d'avoir une visibilité à l'international afin que ceux qui sont à l'international et qui ont des velléités d'investir dans notre pays se disent « Tiens, dans ce pays, les choses sont en train de changer et nous avons de bonnes chances, en allant dans ce pays, de pouvoir nous développer. » Donc nous avons une approche méthodologique. Et notre méthodologie, c'est de s'appuyer sur le ressenti et sur les éléments que nous transmettent et que nous font remonter les chefs d'entreprise. Deuxièmement, la question que vous avez posée, est-ce que vraiment il y a une amélioration du climat des affaires? Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique, très opérationnel, et je dirais simplement de considérer quelques chiffres. D'un point de vue macroéconomique, effectivement, aujourd'hui, le taux de croissance est de 6,7%. Nous faisons beaucoup mieux que la moyenne de tous les pays africains. Donc, d'un point de vue factuel, la croissance augmente. La croissance, en termes macroéconomiques, notre pays avance. D'un point de vue microéconomique, vous pouvez me dire, oui, le panier de la ménagère, on ne le ressent pas encore aujourd'hui, effectivement, mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Il y a souvent un effet retard des réformes qui sont prises, des effets macroéconomiques et des impacts microéconomiques. Donc, mais ce qui est important, c'est la direction dans laquelle nous allons. Je ne vous dirai pas aujourd'hui que tout est parfait et que demain, il n'y a plus un seul chômage, un seul employé, un seul jeune au chômage dans le pays. Non, mais ce qui est important, c'est la direction que nous prenons. Un autre chiffre. C'est 2019, 28 000 entreprises ont été créées dans notre pays. 28 000 entreprises ont été créées dans notre pays, en croissance de 16% par rapport à 2018. Vous savez qu'en 2019, il y avait ce qu'on appelle la TPS, la taxe professionnelle synthétique, qui s'applique en fait aux petites entreprises. Et donc, à minima, ceux qui créent les entreprises se disent que l'espérance de gain qu'ils peuvent avoir en créant cette entreprise est supérieure en fait à la TPS qu'ils devront payer, qui est de 150 000 francs CFA. Donc c'est juste, je donne ces exemples-là pour montrer que dans les actions pour montrer que mises en œuvre par le gouvernement espérer atteindre cette amélioration du climat des affaires. Je vais vous redonner la parole. Il me plaît quand même de demander à Mme Bessan, est-ce que vous, de votre position, vous avez vraiment le sentiment qu'on a amélioré les choses, qu'on a vraiment amélioré le climat des affaires dans notre pays? Je vous remercie, monsieur le journaliste. Je salue le directeur de la pièce. Je salue aussi le président de la CONEB. Et merci aussi pour cette opportunité que vous donnez au monde scientifique, quelque chose qui n'est pas très courant, de pouvoir s'exprimer. Donc, quand vous m'avez disponible, on vous prend sur le plateau. Bien sûr. Oui. De mon point de vue, de façon très détachée, je vais faire une comparaison. Parce que nous sommes dans une dynamique mondiale, d'accord, de mondialisation, de libéralisation. Donc, on ne peut pas apprécier une situation ou la situation du Bénin en prenant juste le contexte béninois. Tout à fait. Il faut prendre en compte... Le Bénin ne vit pas en autarcie. Bien sûr. Quand on voit le classement Doing Business de 2020, on constate tout de suite un changement. Les deux premiers voisins, mais les pays voisins du Bénin, comme le Niger, le Bénin et le Togo, ont des classements vraiment qui étonnent. À côté de ça, on voit le Bénin qui fait à peine 4 bons, donc quitte un classement de 153e sur 190 pays à 146e, 149e maintenant. Quand on voit le Togo qui fait un bond de 40 places, donc quitte sa place de 137e à 97e, et le Nigeria à côté qui fait un bond de 15 places, quitte une place de 146e à 131, on se pose des questions. On se demande, mais quel a été le problème? Quand on fait un pas en arrière, vu seulement quelques années, en 2015 et en 2016, le Bénin était en avance devant le Nigeria de 8 places, avec une facilitation des échanges qui permettait au fait de facilement importer au Bénin, plus qu'au Nigeria. Aujourd'hui, la dynamique est que le Nigeria a dépassé le Bénin. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On se pose cette question.
Pourquoi est-ce que le gain, d'accord, le point que le Bénin a gagné en ce classement, il ne serait-ce que de 1 point, alors que le Nigeria, connaissant le contexte assez compliqué, les difficultés que nous connaissons au Nigeria qui font qu'aujourd'hui, mais dans le passé, on disait que l'économie nigériane, surtout son port ou ses ports n'étaient pas compétitifs vis-à-vis du Bénin, ce qui encourageait un peu le commerce de réexportation. On se dit que peut-être il y a un truc qui n'a pas été fait, ou il y a des négligences, ou il y a peut-être des domaines qui ont été priorisés par rapport à d'autres. Voilà. Donc, on se pose la question. Pourquoi certains domaines ont été priorisés? Pourquoi d'autres domaines ont été délaissés? Alors que justement, c'est sur ces domaines-là que un pays comme le Togo, un pays comme le Nigeria ont pu faire des bons, ont pu faire des prouesses. À votre avis, quelle réponse, par exemple, avez-vous tenté de trouver à ces questionnements-là que vous vous faites? Je suis tentée de faire une analogie entre notre économie, d'accord, et notre football. Je ne sais pas. Quand les fois où je me suis surprise à suivre un match, bon, vous savez que les femmes n'aiment pas trop le match, mais les fois où je suis un match, je me rends compte qu'une fois que le Bénin a marqué, les minutes après, il se disait, je suis arrivé, bon, je fais plus d'efforts jusqu'à ce que le camp adverse vienne le rattraper et même le dépasse à des moments donnés. C'est un peu ce que j'ai remarqué. Sinon, quand on prend le classement de Doing Business 2015-2016, on voit le Bénin resté au moins deux années consécutives, d'accord, dans les 10 meilleurs pays réformateurs. D'accord. Mais qu'est-ce qui a fait que on a dégringolé? C'est vrai qu'on a efforts sont bien faits sûr de plus en plus aujourd'hui pour améliorer les performances du Bénin. Oui, c'est pour améliorer les performances du Bénin. Mais on se demande si ces efforts-là sont soutenus. Parce que si ces efforts sont soutenus, on aurait eu je vais transmettre tout à l'heure vos questions à M. Gangbès. Je sais que M. Albert Felleco qui pire d'impatience. Vous l'avez écouté, M. Gangbès, énumérer déjà un certain nombre d'actions. Vous avez de réagir par rapport à ça. Je vous écoute. Oui, avant, je voudrais intervenir sur la méthodologie. Oui. M. Gangbès en a parlé et j'ai vu que ça a été repris par Mme Bessan. Mais je ne partage pas tout à fait l'avis de Mme Bessan sur la méthodologie. Ce qu'il faut savoir, pour nous qui avons vécu le travail en direct et de façon pratique, nous avons compris que vous êtes sur le terrain, vous oui, on a compris. D'ailleurs, on est bien placé pour en parler dans la mesure où la CONEB organise tous les 2 mois un jeudi du patronat. Et au cours d'un des jeudis du patronat, nous avons eu la chance d'avoir le conseiller spécial du chef de l'État d'une part et le garde des Sceaux de l'époque, le président Diogbenou, qui sont venus nous expliquer de façon macro toutes les initiatives législatives à fort impact économique. Et je crois que là, on a bien apprécié, tant sur le code du travail, le code foncier, etc. Et j'ai eu le sentiment que cette démarche méthodologique macro avait besoin d'aller vers l'appropriation par les entreprises, ou en tout cas dans la relation législative, entreprise, quelque chose de très fort. Et le repère qui a été celui du gouvernement, me semble-t-il, c'est la question du doing business. Mais pour nous, le doing business reste une référence, mais reste seulement une référence. Parce qu'on verra après, tout à l'heure, qu'à force de se coller et de trop se coller au doing business, il y a des impacts parfois négatifs pour les entreprises locales. J'aurais tellement bien aimé qu'en plus des références du doing business, on y ajoutât des références nationales propres à certaines entreprises, à nos entreprises sur place. Je ne veux pas en parler tout de suite, je pense qu'on aura le temps de revenir sur ça. Je vous donnerai des exemples où il y a quelques incohérences entre la matrice référentielle du doing business et quelques réalités auxquelles nous sommes confrontés dans le foncier par exemple ou ailleurs. Monsieur Gangbès, vous vouliez prendre la parole. D'abord par rapport à la comparaison de Mme Bessa, de Dr Bessa. Franchement, je suis venu ici, je ne veux pas du tout être désobligeant. Vous ne serez même pas obligé de l'être. Je ne suis pas obligé d'être. Oui. Mais quand il y a des choses que j'entends qui me font un peu mal en tant que Béninois. Je pense que les professeurs d'université doivent sortir de leur laboratoire. On ne peut pas me dire aujourd'hui qu'avant, c'était mieux,
que tout allait bien, que les entreprises prospéraient dans ce pays, qu'il n'y avait pas de difficultés, qu'il n'y a pas de réforme institutionnelle à faire. Le Code du travail était verrouillé dans ce pays. Nous l'avons assoupli. Mais, il faut demander aux chefs d'entreprise. Les entreprises avaient besoin peut-être de réformes, oui. Mais ces réformes, pourquoi ça ne contribue pas à faire bondir le Bénin, par exemple, dans le classement, dans le palmarès de business? Parce que je vais vous expliquer les choses. Nous sommes dans un monde politique. Les classements Doing Business, si vous le savez bien, j'ai en face de moi un docteur. Les classements Doing Business ne sont pas des classements, je dirais, objectifs. Ça, tout le monde le sait. C'est une approche politique qu'il faut avoir. Nous avons choisi, nous, de travailler sur le fond, pas sur la forme. Nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas des populistes. Nous travaillons le fond des dossiers. Nous avons assoupli le code du travail. Tout simplement pourquoi? Pour que les entreprises puissent recruter sans avoir peur d'avoir à licencier. C'est quelque chose qui est simple à comprendre. Nous avons modifié le code des investissements. Pourquoi? Pour que des entreprises puissent être aidées par l'État, que l'État décide que dans tel domaine, lorsque vous investissez dans le pays, vous ne payerez pas d'impôts pendant 5 ans, 7 ans ou 9 ans, en fonction du montant que vous investissez dans le pays. Nous l'avons réformé. Nous avons mis en place un cadre juridique. Tout ça n'existait pas avant. Pour les partenariats publics-privés, pour que des entreprises béninoises, africaines ou internationales puissent venir avec des fonds pour nous permettre en fait de créer des infrastructures dans notre pays. Nous avons créé une loi sur les zones économiques spéciales qui fait que nous avons aujourd'hui une zone économique spéciale à Glodjigbe de 10 000 hectares où toutes les entreprises qui vont s'installer ne paieront aucun impôt tant qu'ils seront dans cette zone. Pourquoi nous faisons ça? Pour que ces entreprises viennent mettre de l'argent dans notre pays, créer de la valeur, employer des Béninois pour développer notre pays. Et nous avons fait une série de réformes. Tout ça, mais c'est du fond. Vous savez, des réformes, il faut travailler. Il faut lire les textes. Ce n'est pas de la poudre aux yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, nous avons été sérieux. Et ça nous a pris du temps. Aujourd'hui, nous avons les résultats. Je vous donne juste un exemple. Juste si vous me permettez. Oui, 2 secondes. oui. Vous avez des entreprises internationales qui viennent dans ce pays. Jamais on n'aurait imaginé qu'au Bénin, ces entreprises puissent venir. Il faut juste leur poser la question. Qu'est-ce qui vous a amené au Bénin? Ils ne vous parlent pas de doing business. Ils vous disent, quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé des gens qui m'ont accueilli. J'ai trouvé des interlocuteurs au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, qui m'ont dit, pas de problème, vous vous installez ici, on va vous donner tel ou tel avantage. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Et nous les avons rassurés sur la sécurité dans notre pays. Il y a une loi sur la sécurité dans notre pays. Nous avons regroupé les forces de sécurité. Nous avons assoupli le code des investissements, le code du travail. C'est tout ça qui a conduit ces entreprises à venir ici. Alors, lorsqu'on dit que 2 pays voisins, Monsieur Dossard, vous irez investir au Nigeria, vous? Personne ne ferait ça. Pourquoi? Les entreprises. Mais parce qu'il n'y a pas la sécurité. Vous vous rendez compte? Lorsque vous vous discutez... avancez des choses qui me parlent. Le Nigeria, c'est la première puissance de la CEDEAO. Je vous parle d'entreprises béninoises, des Béninois qui sont ici, à qui on dirait allez investir à côté. En termes de perception... Alors, vous parlez de Béninois. Voilà, okay. Je parle de perception. En termes de perception... Je pense que la perception pour investir au Bénin est plus intéressante que la perception. En termes de perception, oui. Je parle de sécurité, de perception. Et lorsqu'on me parle du Nigeria, qu'on me parle du Togo, mais je veux dire, si un observateur un peu attentif ne ferait jamais en fait ce type de comparaison. Nous sommes dans le fond, nous ne sommes pas dans la forme, nous ne sommes pas dans la communication. Alors, Madame, Docteur Bessa, est-ce que votre comparaison, vous la faites sur des données, me semble-t-il, qui datent du dernier classement d'une business. Est-ce que vous tenez compte des efforts qui sont accomplis en ce moment par le gouvernement béninois? On entend beaucoup de choses, il vient d'en énumérer un certain nombre. On accorde certaines facilités aux entreprises. Il n'y a plus désormais, on ne paye plus pour avoir l'électricité ou pour avoir l'eau quand on est une jeune entreprise béninoise et beaucoup d'autres. Et effectivement, il y a des entreprises qui s'installent au Bénin. Il y a même des réalisateurs internationaux qui viennent trouver des films au Bénin.
Alors, est-ce que vous avez tenu compte des dernières diligences, par exemple, accomplies par le gouvernement béninois dans le sens de l'amélioration du climat des affaires? Tout à l'heure, M. Gangbé disait que... Gangbès, excusez-moi, parlait de réformes de fond, donc de politiques de fond qui ont été... Je me réjouis de cela parce que le Bénin, nous sommes tous béninois, donc nous voulons tous l'avancement du Bénin. D'accord? Nous voulons tous l'avancement du Bénin. Quand on prend le classement, bon, ça reste un peu... bon... Je ne vais pas utiliser le mot. Quand M. Gangbès dit par exemple que le doing business est politique, pour des gens qui le font du fond, pourquoi vous y participez? Pourquoi vous y participez? D'accord? Maintenant, parlons de questions de fond. Quand M. Gangbès parle de création de plus de 28 000 entreprises en 2019, donc avec un taux de croissance, de création d'entreprises de 16%. Est-ce que vous êtes sûr que ces 28 000 entreprises-là sont pérennes? Parlons de fond. Quelles sont les dispositions que l'État prend pour garder ces entreprises en vie? Parce que c'est facile de créer. Vous allez sur le site aujourd'hui, on dit en 3 heures, tu as fini de créer ton entreprise. C'est vrai. Mais quelles sont les dispositions qui sont prises pour garder ces entreprises en vie? Est-ce qu'il y a une analyse qui a été faite pour savoir est-ce que ce sont de nouvelles entreprises qui ont été créées suite aux réformes qui ont été faites ou ce sont des entreprises qui se sont formalisées? Donc des entreprises qui ont quitté l'informel pour le formel. C'est des questions qu'il faut se poser. Parce que si vous menez des politiques... Mais quand c'est des entreprises enregistrées et donc dans leur répertoire, c'est forcément formalisé. Oui, mais il faut pas... Ça n'a pas de définition, c'est que c'est une entreprise formelle. Oui, c'est une entreprise formelle, je ne refuse pas, mais d'où elle vient? Est-ce qu'elle existait avant? Parce qu'on ne peut plus faire semblant comme si l'informel, le secteur informel n'existe pas. Nous savons que le secteur informel existe et il emploie le plus de main-d'œuvre dans notre pays. Donc, on ne va pas faire semblant. D'accord? Donc, c'est des questions qu'il faut se poser et savoir si les politiques ou les mesures qui sont mises en œuvre vraiment encouragent la création d'entreprises et d'entreprises pérennes. Parce qu'il ne suffit pas de créer des entreprises, mais de créer des entreprises qui sont productives, qui emploient des jeunes et qui donnent un travail décent. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. D'accord? Excusez-moi. Quand on prend aujourd'hui, M. Gangbé parlait du code de travail qui a été revu vraiment pour amener des investisseurs au Bénin, on se demande est-ce que c'est la stratégie de fragiliser l'employé qui va permettre aux investisseurs de... Non, ce que je voudrais remettre en question, c'est de savoir. On doit déplacer le débat au fait. Au Bénin, le marché du travail, ce n'est plus une question de chômage. On le sait tous, on a un chômage d'environ 2,4. C'est plutôt une question de sous-emploi, d'emploi décent. Est-ce que ces entreprises qui sont créées créent des emplois décents? C'est la question que je voudrais peut-être que Monsieur Albin Felro, président de la CONEB, le gouvernement prend beaucoup de dispositions, il y a beaucoup d'initiatives, il en a énuméré. Est-ce que vous avez le sentiment, vous qui êtes sur le terrain, qui êtes vraiment impacté peu par ces mesures, que les choses s'améliorent et que par exemple au prochain classement d'une business au Bénin va connaître une meilleure performance? Okay. C'est pour ça que je vous dis, c'est aussi une question de méthodologie. Vous avez vu, il y a comme un quiproquo, mais le Bénin peut évoluer de 3 ou 4 points, mais par rapport au Bénin lui-même a fait un grand bond. Les autres ont pu faire des bonds plus importants, c'est sur le tableau, sur la cartographie, mais pour d'autres raisons, etc. Donc c'est pour ça que aussi, c'est plusieurs domaines. C'est plusieurs domaines, plusieurs apports, plusieurs critères d'éligibilité, etc. Parmi lesquels nous disons, il y a certains critères qu'il faut rajouter ou d'autres qu'il faut enlever. Donc ça n'est pas la panacée pour ce qui concerne le Bénin. Par contre, au niveau des réformes, oui, il y en a à foison et parfois même, je me demande si on ne s'y perdrait pas dans la législation elle-même, si parfois même il n'y aurait pas des incohérences ou autres, etc.
Mais je vous ai dit tout à l'heure, nous avons participé. Est-ce que vous vous perdez déjà dans ces réformes? Comment vous les consommez? Comment est-ce que vous arrivez à suivre le rythme des réformes? Oui, il y a des limites à ces réformes. Je vais prendre un exemple qu'on a vécu très récemment avec la question des machines certifiées. Tout à fait. Vous avez vu, on a travaillé, on a essayé d'émettre des réserves et pourtant on a dit non, toute entreprise. Ce qui est une bonne chose parce qu'en termes de traçabilité, en termes de corruption, en termes de transparence, c'est l'idéal. Chacun sait ce qu'il apporte en termes de valeur ajoutée à l'économie nationale, etc. Ça, c'est clair. Sauf que le délai imposé et certaines entreprises, les micro-entreprises, peuvent être en difficulté avec ce moyen de paiement. Et on a vu que le gouvernement ou l'administration a évolué. Le gouvernement a dit, ah, ok, on n'était pas d'accord, mais finalement, avec la pression, les échanges et autres, etc., à moins de 50 millions, vous n'êtes pas concerné. Vous n'êtes pas concerné. Mais en même temps, il y a un autre problème. C'est ça que je veux dire. Quand vous n'êtes pas concerné, moi qui suis maraîcher, évidemment, je fais par an peut-être 2 ou 3 millions, je ne suis pas concerné, mais ma facture est-elle valable pour le gros qui vient s'approvisionner chez moi? Là aussi, il y avait une difficulté. Heureusement, il y a eu une avancée favorable à ce niveau-là pour dire, OK, exceptionnellement, eh bien, ces factures de ces micro-entreprises pourraient prendre en charge. L'essentiel, c'est de dire, on démarre. Les réformes sont faites. Nous, on ne va pas se plaindre. Parce qu'on s'est toujours plaint de ce qu'on s'occupait que de la politique. Que de la politique. À tel point qu'on s'est demandé, mais nous qui travaillons à avoir des valeurs ajoutées à l'économie nationale, etc., on est vraiment considérés comme des pissenlits dans la stratégie gouvernementale. Aujourd'hui, on est heureux. On ne va pas se plaindre de ça. C'est vrai qu'il y a des frais, des difficultés. Je peux en citer deux ou trois. Je vais profiter du fait que j'ai M. Gangues aussi en face pour lui dire, par exemple, dans le secteur du foncier. Dans le secteur du foncier, vous avez vu, il va vous le dire, la mutation des titres fonciers, c'est 48 heures. Franchement, les gens l'ont exécuté, ça s'est passé sous mes yeux, 48 heures chrono en main. Ils avaient même dit 72 heures, ils ont fait 48 heures. Mais cela est valable exclusivement pour les titres fonciers. Combien de propriétaires terriens disposent d'un titre foncier? Qu'en est-il de celui qui a une simple convention de vente? Le muter ou déjà, ce n'était pas facile d'obtenir le titre foncier. Ensuite, il faut passer au permis de conduire, le permis de construire et d'habiter, etc. Plus au titre foncier. Donc, il y a encore beaucoup d'efforts. Le chantier est lourd, est énorme. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, nous, on ne se plaint pas. On sait que c'est des réformes qui sont bien. Il y a celles qui sont trop accolées aux critères d'éligibilité de doing business. Et nous, on aimerait bien que des fois, on tienne compte de cela. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Vous avez beaucoup d'exemples. Vous avez illustré ce que je dis. Mais je voudrais quand même rapidement faire réagir, Dr Bensa, sur ce que vous avez dit. Vous avez dit que nous avons quitté une certaine politique obsolète. Maintenant, on fait une politique d'entreprise. Comment vous analysez, voilà le ressenti du secteur privé, des acteurs, les bénéficiaires de la réforme, comment vous l'appréciez? Il semble que l'on s'occupe beaucoup plus maintenant du secteur privé que par le passé. Bien sûr. Déjà, il faudrait peut-être que je réagisse certaines choses. Nous ne sommes pas là pour flageller les efforts du gouvernement, du tout pas. D'accord? Nous sommes là peut-être pour montrer que on aurait pu faire de telle manière ou de telle autre manière. On aurait pu peut-être insister plus dans telle ou telle autre mesure. Il y a un représentant du patronat qui est là et qui trouve que les réformes conviennent. D'accord? Je ne veux pas aller... Bon, c'est vrai qu'il y a vous avez dit qu'il y a des difficultés, mais qu'ils apprécient les efforts du gouvernement. Je ne veux pas aller contre. Moi, je reviens à ce à quoi l'économie béninoise est confrontée. Ça doit être presque même choquant lorsqu'on dit dans une économie que nous avons un taux de chômage qui est égal à 2,4%. Pourquoi? Parce que quand on voit un tel taux de chômage et quand on regarde la situation réelle, il y a un décalage. Vous voyez? Et ce décalage est beaucoup plus amplifié
Lorsqu'on prend le taux de sous-emploi au Bénin, qui est environ de 70%, ça vous dit que les réformes peut-être sont mises en œuvre, certes, mais déplacent le problème au lieu de le régler. Oui, nous connaissons l'ampleur de l'informel dans notre économie. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi tenir compte de ça dans l'appréciation de la situation? Oui, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. On ne peut plus parler de notre économie, de l'économie béninoise, sans parler de l'informel, sans même intégrer l'informel dans toutes les mesures qui sont prises et pour pouvoir, je sais pas, soit la contrôler, soit réduire son effet en ce qui concerne la collecte des recettes fiscales. Nous n'allons pas dire non, les efforts ne sont pas faits. D'accord? Mais est-ce que les efforts qui sont faits permettent, d'accord, d'atteindre les objectifs qui pourront peut-être relancer la croissance économique, qui pourront peut-être créer des emplois qui seront décents? C'est la question que nous posons. Comme je continue avec ma comparaison, parce que pour nous, on ne peut pas quand même dire, bon, le Bénin a fait un bon, ça suffit, ça va largement. Dans une classe, on ne dit pas, bon, tu as eu 5 de moyenne, c'est bon, bravo, mais on voit combien le premier a eu. Et pourquoi est-ce que vous avez été dans les mêmes conditions peut-être, et pourquoi est-ce que... Le premier que vous n'avez pas, oui. D'accord. Donc, quand on fait un peu la comparaison, les domaines dans lesquels, d'accord, le Togo ou peut-être le Nigeria ont plus mis l'accent, c'est la création d'entreprises. Maintenant, vous me le dites si je me trompe, compte tenu du classement 2019-2020, on voit que les intérêts ou bien les domaines dans lesquels le Bénin a mis plus l'accent ou a fait des progrès sont un peu différents de ceux qui ont fait des prouesses. D'accord? Quand on veut mobiliser des capitaux au niveau du secteur privé, il faut quand même favoriser l'environnement pour cela. Vous voyez? Donc, dans les domaines qui ont été priorisés par le Bénin, par exemple, on ne voit pas la création d'entreprises. Pour le Togo et le Nigeria, la création d'entreprises a été privilégiée et plusieurs réformes ont été mises en œuvre. Peut-être des réformes ont été mises en œuvre au Bénin, sûrement, mais l'impact, comment on ne le sent pas? On ne sent pas encore l'impact selon. Alors, monsieur le directeur général, Laurent Cambès, oui, alors, dites-moi, j'ai entendu tout à l'heure l'opérateur économique dire on semble faire un focus sur d'une business, laissant de côté les priorités au plan interne. Pourquoi ne pas endogéniser la stratégie, c'est-à-dire beaucoup plus penser à nos secteurs privés, aux opérateurs économiques, les Albin Felliro et d'autres, plutôt que de dire il faut absolument qu'on améliore notre classement d'une business, d'autant plus d'ailleurs que vous pensez que c'est beaucoup plus politique. Oui, mais il a raison. Il a raison, mais il a tout à fait raison. Mais nous sommes, comme l'a dit madame, nous sommes dans un environnement international. Nous devons nous occuper de ce que pensent les autres, de notre économie. Donc nous devons leur donner ce qu'ils veulent. Mais en même temps, nous devons nous occuper de manière micro de l'activité économique dans notre pays. C'est la raison pour laquelle nous tenons les deux fers au chaud. Nous travaillons sur les indicateurs de business. En même temps, nous travaillons sur ce qui est nécessaire pour le développement de nos entreprises. C'est la raison pour laquelle il y a des choses que... Je pense qu'il y a un problème de niveau général en fait en économie dans notre pays. Lorsque les entreprises se créent, c'est normal qu'elles meurent. Une économie dynamique, c'est une économie où on crée des entreprises et des entreprises meurent. C'est ça le dynamisme. Une économie où, tout simplement, vous allez aux États-Unis, vous créez une entreprise aujourd'hui, vous pouvez la fermer demain, vous pouvez en faire une autre 3 semaines plus tard, 15 jours plus tard. C'est ça le dynamisme. Lorsque vous êtes dans un secteur d'activité, ça ne fonctionne plus, vous créez une activité dans un secteur d'activité, ça ne fonctionne plus, vous créez une autre activité dans un autre secteur d'activité. Il n'est pas rare aux États-Unis d'avoir quelqu'un qui a 3 ou 4 entreprises. C'est ça le dynamisme. Ce qu'on cherche à intégrer dans ce pays, c'est la facilité à faire des affaires. Pour cela, il faut que nous mettions en face des réformes de fonds, des soubassements, des fondations qui permettent aux jeunes ou à ceux qui ont cette velléité de créer, de se sentir très bien pour créer leur business. Et de permettre à ceux qui ont déjà un business établi de considérer que dans ce pays, si je veux réussir, il faut que je puisse avoir en fait des conditions au niveau du code du travail qui sont intéressantes. Il faut que je puisse avoir une assistance en fait de l'État, parce que tous les pays du monde
aident leurs entreprises d'une manière ou d'une autre. Vous allez en France, dans le secteur agricole ne vit que de subventions. La politique agricole commune, c'est que des subventions aux entreprises. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qu'est en train de faire l'État, c'est de travailler le fond, le soubassement, et de permettre justement à ces entreprises de dire, très bien, tout n'est pas parfait, mais ce que nous sommes en train de faire, nous sommes sur la bonne voie. Pourquoi? Parce que toutes les réformes, nous avons mis en place en fait la gratuité pour les PME, raccordement à l'électricité. Faisons la même chose pour la SONEB. Mais il faut aller demander aux entreprises si c'est bien ou c'est pas mal. Il faut leur demander. C'est elles-mêmes, ces entreprises, qui réclament ça. Nous avons mis en place en fait la PIEX. De manière très simple, qu'est-ce que c'est la PIEX? Vous avez un projet, vous voulez créer votre business, vous voulez vous faire accompagner, vous voulez aller à l'export, vous voulez demander une aide à l'État, vous allez en un seul point. Vous ne faites plus le tour des ministères. Nous avons mis en place, il y a 3 semaines, une plateforme digitale qui permet en fait aux entreprises de se créer. Vous n'avez plus besoin de vous déplacer de chez vous. Vous pouvez créer votre entreprise. Pourquoi nous faisons ça? Pour faciliter la vie aux gens. Ils n'ont pas à venir faire la queue. Le chef d'entreprise, son seul business, sa seule préoccupation, c'est son plan d'action. Il ne faut pas qu'il soit perturbé en fait par toutes les difficultés administratives. C'est ce que nous essayons de faire. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'en termes d'économie, bien évidemment, il faut qu'on s'occupe, qu'on s'intéresse. Pourquoi les entreprises ferment? Comment peut-on les accompagner? Les jeunes entreprises, comment on peut les aider? De quoi ils ont besoin? Ils ont souvent besoin de trésorerie pour démarrer. Ils ont souvent besoin également de formation en gestion, parce qu'il y a des jeunes qui ont des idées. L'État, à un moment donné, a décidé de donner un certain pourcentage du budget national des commandes publiques aux jeunes entreprises. C'est prévu. Est-ce que c'est toujours le cas? Mais bien évidemment, c'est encore renforcé dans le cadre en fait de la loi de finances 2020. Et donc, aujourd'hui, lorsqu'on nous dit, on regarde nos voisins, on dit que le Bénin, mais il faut sortir du pays. Il faut sortir du pays et vous verrez le pays avec un autre œil. Mais aujourd'hui, lorsque moi, je me promène dans le monde pour aller attirer les entreprises dans notre pays, mais ce que j'entends en Turquie, ce que j'entends en Éthiopie, où on va aller chercher des entreprises, ce que j'entends en Angleterre, c'est pas du tout... J'entends que le Bénin effectue des réformes qui sont intéressantes et on vous demande dans quel domaine il faudrait que nous puissions investir dans votre pays. Aujourd'hui, je vais vous dire, ma journée de travail, je rencontre 70%, c'est des rencontres avec des chefs d'entreprise de béninois et des chefs d'entreprise étrangers qui viennent à la pièce pour voir dans quel domaine ils pourraient investir, quels sont les secteurs qui sont porteurs. C'est ce que nous faisons au quotidien. Donc, juste ce que je veux dire, c'est que si notre pays n'était pas attractif parce qu'il y a des réformes dans notre pays, on n'aurait pas cette activité. Albin Faliro, les téléprocédures fiscales, la déclaration unique en un même formulaire de l'impôt, le raccordement gratuit de l'électricité et de l'eau, désormais avec la SONEB, tout ça accordé aux entreprises. Est-ce que vraiment ça vous profite? Comment vous réagissez par rapport à ces initiatives du gouvernement? Ou bien s'agit-il d'une propagande du gouvernement pour caresser le Dune Business dans le sens de poil? Non. Je crois qu'il faut observer tout ça. Je vous ai dit qu'on a travaillé dessus. Si je prends la question du raccordement gratuit d'une entreprise à la SBE, l'énergie électrique et puis l'eau. De façon concrète, il y a une entreprise nationale béninoise à Bapa qui a bénéficié de ça en moins de 72 heures, témoignage public. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça fait un gain de 15 à 18 millions de son investissement. La question que nous on se pose derrière, ce qui est donné d'une main, 15 à 18 millions, parce que c'est l'État qui paye la SB2E. C'est l'État qui subventionne. Ce n'est pas la SB2E qui subventionne. Donc l'État paye la SB2E. C'est intéressant pour le chef d'entreprise qui bénéficie de cela, mais ne craint-il pas derrière se voir récupérer cette somme par la main gauche? Nous allons essayer d'être vigilants sur tout ça et regarder. Sur ce que le DG APIEX dit, c'est beaucoup plus, surtout dans les programmes PPP, on a le sentiment que le gouvernement travaille beaucoup plus à sa décharge. Je reviendrai tout à l'heure sur les lois des micro, petites et moyennes entreprises, mais je ne vais pas me faire l'avocat de Ganguès alors qu'il a face de moi. Ce n'est pas la peine. C'est là où ça ne va pas que je vais appuyer. Et j'ai le sentiment qu'effectivement, les grosses entreprises, eh bien, on leur a fait la part belle. Et nous, on a plaidé pendant longtemps de dire,
pourquoi les entreprises béninoises ne peuvent pas se mettre à leur côté? Pourquoi dans les contrats ou dans les TDR, on n'y adjoint pas une préférence nationale ou en tout état de cause, une entreprise locale qui puisse ensuite prendre la main, acquérir un certain nombre de savoirs, que le transfert de compétences se fasse, etc. Et tout. Souvent, au plus haut niveau, on me rétorque que lorsque vous signez un contrat avec un investisseur étranger, eh bien, il faut pouvoir lui laisser la main libre, etc., etc. Et j'ai eu le sentiment à ce moment-là qu'il fallait respecter les consignes ou les réglementations, justement, de ces références dont on parle. Alors, aujourd'hui, ils ont beaucoup évolué, il faut avouer. C'est la loi sur la micro, petite et moyenne entreprise 2020 a permis déjà de faire une cartographie. Je crois que là, il y a un travail qui a été fait, qu'il faut apprécier. Cette cartographie permet de savoir au Bénin qui sont les micros, qui sont les petites et moyennes entreprises et comment leur injecter, j'allais dire, des conseils ou une assistance appropriée. Mais en même temps, quand je dis ça, je n'ai pas les éléments d'appréciation parce qu'il faut un temps. Il faut 1 an, 2 ans, 3 ans pour voir si effectivement ces réformes ont un impact très concret avec un apport en termes de valeur ajoutée à ce qui est en train d'être fait, etc. Donc je n'ai pas le recul nécessaire pour dire non, on a quelques difficultés. Là où j'ai des reculs, où j'ai des limites, je voulais en parler et vous m'avez pris la parole. Alors, je ne sais pas ce que tu veux. On le sait, vous en faites pas, vous allez en parler. Le temps de demander à Mme Bessan, mais dites-nous, oui, là, ce n'est pas que la création d'entreprises, c'est aussi l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau, des chantiers sur lesquels le Bénin fait des progrès assez considérables. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Oui, effectivement, il y a des efforts qui sont faits. Nous n'allons pas dire le contraire. Il y a des efforts qui sont faits, surtout en ce qui concerne la création d'entreprises. Vous pouvez même rester chez vous. Oui. Je l'ai appris récemment et le directeur me l'a confirmé maintenant. Donc, il y a des efforts qui sont faits, le raccordement à l'électricité, le foncier, qui... Bon, peut-être M. Gambès va dire, bon, c'est de la théorie, mais il est prouvé de façon empirique que lorsque le foncier, le titre de propriété est garanti, donc il y a le titre est officiel, le propriétaire ou bien l'agent commis a des titres officiels de son papier, il peut obtenir facilement du crédit. Et ça lui donne l'assurance de pouvoir investir parce qu'il a les titres de propriété. Maintenant, après, c'est vrai que ça dépend de quel document il dispose pour justifier de sa propriété. Mais ce qui est sûr, agir sur le foncier a un impact sur l'environnement des affaires et par ricochet sur la croissance. Agir aussi sur l'électricité, on ne peut plus rien faire aujourd'hui sans l'électricité. Donc, ce sont des points vraiment très importants pour le Bénin, pour son avancement vers le développement. Je voudrais peut-être préciser, je ne sais pas si M. Gangwel le dira plus tard, le Bénin n'a pas d'autre choix que de vraiment mobiliser son secteur privé. Si déjà le PAG est basé sur le secteur privé où il espère près de 60% du financement du secteur privé, il est obligé de vraiment restructurer l'économie, il est obligé de fonder la structure de l'économie qui était vraiment faussée dès le début. Je vais repartir, je suis théoricienne, je ne vais pas le démentir ici. Je ne sais pas si je retrouve mon papier. D'accord. Quels sont les facteurs qui dynamisent le secteur privé? Au-delà de la stabilité macroéconomique que nous semblons avoir, il y a les infrastructures et nous avons vu les nombreux chantiers qui ont été lancés par le gouvernement dans notre pays, que nous encourageons. Il y a aussi la mobilité des capitaux, qui reste à atteindre. Mais il y a un point important qui est ajouté, qui semble peut-être anodin, qui est la culture ou la tradition. La culture, la tradition d'un pays, d'une économie. Pour que le secteur privé soit dynamique, il faut peut-être un changement de mentalité. Tenez, quand vous prenez, on nous a éduqués au Bénin ou dans notre pays comme tu vas à l'école pour devenir accoé, pour occuper un grand bureau, peut-être comme M. Gambé, et rester dans le frais. J'en ai un petit. Rester dans le frais, d'accord. Et qu'on ne vous instruit pas, on ne vous pousse pas à avoir des initiatives, à créer, à réfléchir, à imaginer. À la fin, on a
l'atmosphère économique que nous avons, où nous formons, d'accord, des personnes, mais qui plus tard ne servent à rien. On parlera bien sûr de l'inadéquation, formation, emploi. C'est en cela, au fait, que je voudrais proposer la question à M. Gambé. C'est le problème fondamental de notre économie. Et nous ne pouvons pas parler de restructuration de notre économie si nous ne mettons pas un point là-dessus. C'est vrai que le calcul du doing business n'a pas pris en compte le facteur marché du travail. Mais quels sont, voilà, d'accord, les mesures qui sont prises pour changer la donne, pour donner un nouvel élan à l'initiative. Surtout, et contribuer à un changement des mentalités. Ça ouvre un autre débat, mais nous n'avons déjà plus le temps, on ne peut pas aborder toutes les préoccupations que soulève Dr Bessin. Ces questions, du reste, assez pertinentes, mais j'ai quand même envie de vous faire une question, si vous souhaitez répondre par ailleurs à Dr Bessin, mais j'ai envie de vous demander, mais toutes ces réformes, c'est à quel prix pour les entreprises? Qu'est-ce que ça leur coûte? Tous les efforts du gouvernement pour améliorer la performance ou les performances du Bénin dans le doing business, ça coûte quoi à nos entreprises? Vous avez raison. Et c'est ce que soulignait monsieur, mon cher ami de la CONEB, président de la CONEB. Il a dit il faudra qu'on veille à ce que on leur donne d'une main, on ne leur prend pas d'une autre. Notre ambition, l'ambition du gouvernement, l'ambition en fait de tous ceux qui travaillent sur le secteur privé, c'est de faire en sorte que le gâteau y grandisse et que la part, la charge en fait fiscale soit mieux répartie. Dans notre pays, très peu de gens paient des impôts. L'idée, et c'est la raison pour laquelle nous n'avons aucune crainte, les réformes engagées par le gouvernement pour permettre au secteur privé de pouvoir se développer, ce sont en fait des réformes qui vont aider le secteur privé à se muscler, à se moderniser pour être en capacité de se concurrencer en fait les autres pays, les autres entreprises des autres pays. Donc moi je n'ai aucun problème vis-à-vis de ça. On ne va pas leur donner quelque chose et leur reprendre d'une autre main. Par contre, ce qu'on va faire, on va faire venir beaucoup plus d'entreprises. Et donc, la charge va être répartie sur beaucoup plus d'entreprises. Et les entreprises de notre pays pourront trouver soit de la sous-traitance, soit de l'activité vis-à-vis en fait des entreprises qui vont venir. Donc, c'est ce que nous cherchons vraiment à faire. Après, en ce qui concerne, elle a posé une question qui est intéressante et importante pour nous, c'est l'inadaptation entre la formation et les emplois. Mais il ne vous a pas échappé, madame, que le gouvernement a lancé une grande conférence en fait pour essayer de récupérer en fait des sommes importantes auprès des partenaires techniques et financiers pour renverser complètement la table en matière de formation professionnelle et technique. Ça s'est passé il y a à peine 10 jours. Hein. L'idée que nous avons aujourd'hui, plus de 90% des formations sont des formations théoriques. Hein, universitaire, tout le monde veut devenir accoé, comme vous le dites, avec des grands bureaux, sous la climatisation, comme à l'université. Mais aujourd'hui, ce que nous cherchons à faire, c'est renverser complètement la table et faire en sorte que 90% de nos jeunes fassent de la formation professionnelle et technique, et que ceux qui veulent faire en fait du droit, de l'économie, l'économie de notre pays, on a besoin de cadres, mais qui puissent le faire également. Mais il faut renverser la table. C'est une vraie révolution qui va nous coûter 50 milliards par an pendant 10 ans. Et c'est ce que nous avons engagé là. Donc l'inadaptation, et vous avez raison, entre la formation et l'emploi, elle est réelle dans notre pays. Mais madame, Rome ne s'est pas fait en un jour, et donc nous avons engagé toutes ces réformes en même temps. Vous savez, lorsqu'on se lance en fait dans cette réforme courageuse qui permet aux entreprises, lorsque les entreprises viennent dans notre pays, vous savez ce qu'ils nous demandent? Est-ce que j'aurai la main-d'œuvre qualifiée pour faire ça, faire ça? On leur dit oui. Et donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de voir dans quelle mesure on peut les aider à trouver cette main-d'œuvre. Il y a une entreprise que nous avons fait venir dans ce pays qui s'appelle VIPP Interstice, qui est dans le domaine en fait du call center, qui s'est engagé vis-à-vis de nous à créer plus de 1000 emplois. Ils sont à 1200 emplois, ils vont passer à 1500 emplois d'ici juin. Actuellement au Bénin. Actuellement au Bénin. Vous pouvez vérifier à côté de... En fait, le siège est à MTN, l'immeuble MTN en vert qui est sur le boulevard de la Marina. Ils sont 1200 emplois, ils vont être à 1500, ils se sont engagés à être à 1500 emplois d'ici juin. Le patron me dit, il y a 3 semaines, un mois, il me dit, Monsieur Gambès, j'ai un gros problème.
Là, ça marche bien, ça augmente, pas de difficulté. J'ai mes clients un peu partout dans le monde, pas de difficulté. J'ai besoin de codeurs. Je n'arrive pas à trouver des codeurs. Et donc, on a commencé à travailler ensemble, avec ces ressources humaines, avec ces City. On va voir comment on va mettre en place, de manière spécifique, une formation en codage. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que le gouvernement a mis en place un cadre qui permet cette souplesse intellectuelle lorsqu'une entreprise aussi importante que celle-là, qui a déjà recruté, qui a déjà recruté 1200 personnes, il ne reçoit aucun centime de l'État. Il paye ses impôts rubis sur ongle tous les mois. Il dit, j'ai cette difficulté, je n'ai pas de la ressource nécessaire pour pouvoir continuer mon développement. Cette souplesse-là, on n'a pas besoin d'avoir un PTA, on n'a pas besoin d'aller dans une université. On se met ensemble autour d'une table, on dit comment on crée cette école de codage, combien de jeunes vous voulez par session, 30, 40, 50. Et on essaie vous les formez. Exactement. Albin Faliro, quels sont vos regrets? Vous avez beaucoup insisté pour en parler. Quels sont les regrets que vous avez au regard de tout ce que le gouvernement entreprend comme effort en ce moment? Oui, d'accord. Je voudrais, en tout cas, on a bien entendu, l'espace favorable à l'éclosion d'une entreprise et donc de son entrepreneur est en train d'être mis en place. Je voudrais simplement vous dire que n'est pas non plus entrepreneur qui veut. C'est pas parce que on n'a pas su être casé dans un emploi qu'on devient employeur. Même là aussi, je dirais, c'est presque un sacerdoce. Même s'il y a un encadrement qui se fait pour accompagner, etc. Mais au niveau des titres fonciers, on a vu, je ne vais pas insister là-dessus, la question du crédit, c'est énorme. Aujourd'hui, une PME, une PMI, pour monter, pour un Béninois, en tout cas pour un groupe de Béninois, pour monter une industrie au Bénin, c'est suicidaire. Il faut s'appeler Monsieur Fou pour pouvoir s'y essayer. Les taux de crédit sont élevés. Je ne sais pas qu'est-ce que le gouvernement fait par rapport à l'association des banques, en tout cas des établissements financiers. Quel pourrait être l'apport de ces PME, puisqu'on a même entendu dire que l'argent est accessible à des taux moins zéro. L'autre chose aussi qui me paraît importante, mais je ne sais pas si vous travaillez là-dessus, c'est notre relation avec le Nigeria. Il faut qu'on arrive à avoir un visage de monsieur Nigeria. Il faut l'identifier comme le chef de l'État sait le faire. Malgré la fermeture des frontières. Ah oui, bien sûr. Je veux dire, le business... la tête là, mais bon, je vous comprends. Le business est estompé, mais les gens passent et reviennent, et on peut imaginer que dans un temps proche, eh bien, les activités vont reprendre de toutes les manières. La séparation entre le Nigeria et le Bénin, au niveau des populations, c'est presque impossible. C'est les mêmes ethnies, c'est les mêmes familles, c'est les mêmes personnes, etc. Donc, on a espoir que ça se fasse, ou alors, si ce n'est pas encore ouvert, eh bien, que ce monsieur Nigeria contribue à ce que ça s'ouvre, etc. Parce que c'est un gros marché. Et là, ça me permet de dire, en troisième position, les faiblesses du Bénin, c'est que nous sommes en tout et pour tout un marché de maximum 12 millions. Quand vous demandez à un jeune de réfléchir pour produire quelque chose, il faut qu'il soit amené à aller au-delà des 12 millions. D'où la facilité des frontières entre les différents pays. D'avoir accès au Nigeria ou ailleurs, etc. Le Bénin a la particularité d'être positionné, j'allais dire, au seuil du Nigeria et en même temps à l'entrée de l'UEMOA. Donc, c'est extraordinaire pour nous jeunes, enfin pour nos plus jeunes, pardon, eh bien, ils ont intérêt à réfléchir sur le plus grand nombre. Parce que le tout n'est pas de créer une entreprise, le tout est aussi d'avoir un marché. Et ces grandes entreprises qui viennent, et heureusement d'ailleurs, ont un marché à l'extérieur du Bénin. C'est un peu ça qu'il faut voir. Si c'est juste pour le Bénin... alléché par la proximité avec le Nigeria. La proximité, et comme on a dit, si on a des ressources également performantes, ça aussi, ça aide à faire venir des entreprises s'installer dans notre pays. Mais il faut bien se dire que ces entreprises-là, pour avoir des chiffres d'affaires aussi importants, ont un marché à l'extérieur. Et donc, si on doit susciter, j'allais dire, l'engouement de ces jeunes-là à aller vers l'entrepreneurship, au-delà de la formation, il faut aussi leur permettre d'aller au-delà de nos frontières et de raisonner pour le plus grand nombre. Parce que la part du marché... Ça va être en votre mot de fin, M. Faliro, oui.
J'ai le sentiment que je n'ai plus... Bon, écoutez, tout va bien. Je vous remercie de m'avoir invité. Avant de laisser M. Ganguès réagir sur les difficultés exprimées par le secteur privé, il me plaît, docteur, de vous demander qu'est-ce que, selon vous, vous pensez que le Bénin doit faire aujourd'hui pour améliorer les efforts qui se font en ce moment pour l'amélioration du climat des affaires et éventuellement peut-être, puisque vous y tenez apparemment, aussi l'amélioration de notre performance dans une business. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer les choses? Ok, je vous remercie. Il y a un certain nombre de choses qui ont été déjà dites, d'accord, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais par contre, il y a un élément très important que monsieur le président, excusez-moi, monsieur le président de la CONEV a dit tout à l'heure, les taux, l'accès au crédit, les banques sont excessivement chères. Je vais seulement vous dire que on ne peut pas développer un secteur privé avec que les sociétés bancaires. Il faut aller vers le marché financier. Aller vers le marché financier, c'est quoi? C'est assurer un environnement stable, un environnement sécurisé, d'accord, pour les investisseurs extérieurs, pour attirer les idées. Les gens seront plus attirés, d'accord, s'ils sont mieux protégés. Ils savent qu'au Bénin, d'accord, il y a les institutions qui les protègent. Il y a un cadre, en tout cas légal, qui leur donne une certaine autonomie. Donc, selon un travail, je vais aller rapidement, selon un travail de business, bien sûr, 2009, si les investisseurs ne sont pas protégés, il n'y aura pas un développement de marché financier. Et s'il n'y a pas de développement de marché financier, les banques à elles seules ne peuvent pas financer l'économie. Et de ce fait, cela va freiner la croissance. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment créer cet environnement-là de sûreté aux investisseurs. Il faut, je le disais à l'entame de ce débat, poursuivre les réformes. D'accord? Poursuivre les réformes, surtout en ce qui concerne la facilitation des échanges. C'est vrai, des efforts sont faits pour l'efficacité douanière. On peut parler de Sidonia, on peut parler encore du programme de vérification des importations. On a fait même un travail dessus. On a remarqué que les divergences commerciales entre le Bénin et ses partenaires commerciaux avaient fortement diminué, mais il faut aller un peu plus en passant par la numérisation. Donc, il ne faudrait pas que le Bénin se comporte comme notre football. Mais persiste, continue, soutienne d'accord ces efforts. Lorsqu'on veut marquer un but, il faut maintenir. Il faut maintenir le cap. Conserver le but. Voilà, il faut maintenir le cap. Pas laisser l'adversaire égaliser. Voilà, merci beaucoup, docteur. Alors, monsieur le directeur général de la pièce, Laurent Ganguès, qu'est-ce que vous avez envie de répondre au secteur privé? Et également au secteur, à la société scientifique, en tout cas aux sachants, qui pensent qu'il faut maintenir la réforme, il faut maintenir le cap, continuer d'améliorer les choses. Oui, le développement d'un pays, c'est un processus d'amélioration continue. On n'arrivera jamais au bout de l'amélioration parce que le monde change, les environnements changent. Donc à chaque fois, il faut améliorer, adapter, travailler avec ceux qui vivent les situations pour leur demander, alors, quelle est la difficulté que vous rencontrez? Comment nous pouvons vous aider? Comment nous pouvons vous aider à performer, à gagner de l'argent, à créer de la marge et à recruter des jeunes? Je pense, monsieur Doussa, que quand vous nous inviterez l'année prochaine, je pense que vous n'aurez plus rien à dire. Parce que... Bien sûr. Oui, pourquoi? Parce que par rapport au classement Doing Business, madame aura du mal. Parce que comme on va faire un bond de 30 ou 40 points, je pense que dans le laboratoire, il faudrait ajuster. Et donc, juste pour finir, rapidement. Sur le crédit. Vous comprenez, une banque. Une banque ne prête que par rapport en fait à un certain nombre de risques. Notre pays est risqué. Il y a 5 ans, 6 ans, tout le monde allait chercher de l'argent à la banque, avec effectivement des fausses types de propriétés. Aujourd'hui, allez voir le bilan des banques. Tout est verrouillé. Le bilan des banques. Donc les banques ne peuvent pas ne pas prêter à 11-12%. Et donc, tout ce que doit faire l'État, et là, madame, je vous donne raison, c'est de créer des conditions de sécurité dans le pays, sécurité
en mettant en place justement toutes ces réformes pour que l'environnement soit suffisamment sain pour que les banques diminuent en fait les garanties qu'ils demandent aux investisseurs. Et c'est ça qui va nous permettre petit à petit de diminuer, parce que la banque, si vous voulez emprunter, ils vont essayer de voir votre emploi, ils vont essayer de voir des tas de choses. Et puis ils vont se dire, bon, c'est sérieux, c'est pas sérieux. Ils vont vous coter, ils vont vous donner une note. Et c'est cette note qui va déterminer en fait votre taux de crédit. Donc, c'est ça tout ce qu'on doit faire. Vous avez raison, nous devons continuer à aller vers les réformes. Ce sont les réformes qui vont sécuriser notre pays et qui vont petit à petit donner de notre pays une image qui feront que les banquiers vont prêter à l'économie, je dirais, de manière beaucoup plus intéressante et qui permettront à nos entreprises d'être beaucoup plus concurrentielles par rapport aux autres entreprises. Merci beaucoup. Laurent Gangbès, directeur général de La Pièce. Merci d'être passé sur ce plateau. Albin Féliro, président de la CONEB. Et puis, docteur Eudoxie Bessan, économiste. Merci à vous. Merci d'être venu partager avec nous votre point de vue, votre lecture des efforts qu'entreprend le gouvernement en ce moment pour améliorer le climat des affaires dans notre pays et impulser le développement de notre pays. Merci, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer d'agréables moments devant Canal 3 Bénin. On se retrouve jeudi en 8. Au revoir.